pour moi, les 3 lettres TFC, ça veut vraiment dire ta famille de cœur. Mais c'est une époque, comme les mecs disent, hein, c'est une époque romantique, c'est fini tout ça. Putain, c'est la folie quand même. J'ai jamais vu le stade dans cet état-là. Oui, alors effectivement, je me souviens de cette soirée-là, du 26 mai, pour être précis. La dernière fois qu'on a fait une finale, c'était sous la 4ème République. Tu vois, je t'en parle, j'ai encore des frissons. Ouf, laisse tomber. Hein. Quand tu te retrouves à la dernière journée et que tu te dis que c'est possible de finir 3e, ouais, c'est irréel. Il y a une légende. Cette légende, c'est l'opposition entre Bordeaux et Toulouse. Bordeaux, c'est, on va dire, le grand frère. Parce qu'une histoire, des grands joueurs. Qui a été champion de France, qui a fait des parcours incroyables en Coupe d'Europe. Nous, on est le petit. On s'est rarement trouvé à haut niveau en même temps, un petit peu dans les années 80. Pour moi, ces derbys, c'est juste l'occasion de créer une petite rivalité, mais qui n'était pas non plus méchante. L'image que tu peux avoir de ce derby, c'est un peu le côté populaire de Toulouse contre le côté un peu bourgeois de Bordeaux. Et donc c'était un peu, je pense, un peu ça aussi qui animait les supporters. Première chose que je regarde, mon réflexe, c'est toujours de savoir quand c'est qu'on reçoit les Girondins de Bordeaux et quand c'est qu'on va en terre aquitaine. Le cordon médical, c'est la Garonne. Elle naît dans les Pyrénées, elle grandit à Toulouse, elle va mourir à Bordeaux. Mais ça, c'est géographique, c'est pas ma faute. En gros, là, l'enjeu, c'est gagner Bordeaux pour être 5e. On est chez nous, on est dans un derby, on sait que ça va être le feu terrible et on peut jouer l'Europe. C'est bien en fait d'avoir le destin entre ses mains et pas regarder ce qui se passe à côté. Même si on a regardé ce qui se passait à côté, pour d'autres raisons après. On était 6e au départ, donc il fallait que nous on gagne absolument pour passer devant Bordeaux. Et il fallait que Lens perde à 3. Espérer un match nul de Rennes pour passer devant. Donc ça, c'était le scénario pour moi qui était impossible. Comme est construit un calendrier, le premier devient le dernier match. On y viendra, mais ça a du sens. Un match retour, il faut essayer de se venger, entre guillemets, pour les supporters, pour nous-mêmes, de donner une autre image que ce qu'on avait pu donner à l'aller, où on s'était fait battre un peu comme des enfants. C'était mon premier match en tant que numéro 1 dans un club en Ligue 1. Et j'ai pas fait un mauvais match, mais bon, on avait perdu 2-0, donc j'étais pas content. Le début de saison jusqu'à la trêve, c'est un peu, on va dire, moyen, c'est un peu quinca. On était irréguliers. On avait de mémoire joué avec des maillots de Monaco. Ils nous avaient filé des maillots bleus très moches. Tu te sers un peu de ces petits détails-là pour prendre un peu plus de motivation. C'est assez curieux en fait
de faire cette fin de première partie de saison si faible finalement. C'était une période où on payait tous les efforts qui avaient été faits et dans la préparation et dans les premiers matchs. On reçoit Nantes très mal classé. On est en vacances, il y a les fêtes de famille qui vont arriver. Et là, tout s'enchaîne de façon catastrophique. Qu'on devait partir en vacances après le match et que finalement on a dû revenir le lendemain matin. Ils avaient un nombre de jours de vacances équivalent au nombre de points qu'ils prenaient. Ça, je pense qu'ils s'en souviennent. Elie nous avait gratifié de ce qu'il préférait quand on perdait. J'ai toujours cette image de ce temps avec ce petit brouillard, un peu d'hiver. On faisait surface à surface, en courant. Et Elie Bopp avait la casquette enfoncée au milieu du terrain, les bras croisés. Et les joueurs qui tournaient. T'as pas le droit de demander combien de temps ça va durer. C'était pesant. C'était un peu ça mon travail, parce qu'à force d'avoir l'habitude de jouer le maintien, il y a une inhibition quelque part et il suffisait qu'ils prennent conscience qu'ils pouvaient faire aussi bien que les meilleures équipes. C'est une saison qui peut paraître charnière dans l'histoire récente du club parce que c'est un peu la saison de la maturité de la génération Pitchoun. On nous a descendus en national en 2001. On est remonté avec les Pitchouns du centre de formation parce que sinon on perdait le statut pro. Il y a juste 3 anciens qui restent, dont Christophe Revaux, Stéphane Lièvre et William Prunier. Et là, quand ils retrouvent la Ligue 1, c'est compliqué. Voilà, il y avait un petit essoufflement et Olivier Sadran m'a contacté. Et moi, j'étais libre puisque je finissais à Saint-Étienne. Et c'est vrai que la saison 2006-2007, c'est la première année d'Elie Bopp qui arrive au club. Elie Bopp, c'est une figure de notre région. Il est proche de Saint-Gaudens, des montagnes là-bas, donc il a fait longtemps ici avant de prendre son envol en tant qu'entraîneur principal ailleurs. Ça, c'est le cargo. Beluga, ça s'appelle. Ouais. Je vois arriver le coach à la casquette, celui qui a été champion avec Bordeaux au Parc des Princes, qui a un accent improbable, voilà. Il galvanise, c'est un meneur d'hommes, il a du charisme. J'ai l'image d'un mec assez dur de visage. Il pouvait être drôle, il pouvait être très drôle. Il y a de l'émotion à vivre en fait, on sait qu'il va se passer ça. Des fois dans la dureté, des fois dans des moments d'émotion, d'affection, on sait que c'est possible. On avait envie justement de parler de football avec lui. Ça peut paraître un peu con, mais c'est pas le cas avec tous les coachs. Il fallait essayer de ne pas être dans le maintien dans les dernières journées. Voilà, c'était un peu l'objectif. Et si on était à la première moitié de tableau, c'était énorme. En fait, je me blesse avant le match du Mans, plus de 2 semaines avant. Je me fais grosse entorse du genou et pendant 2 semaines, je m'entraîne que les veilles de match en fait. Mais sur l'adrénaline, l'envie, à ce moment-là, la douleur, je la sens pas. Il fait quoi notre gardien? Il nous a dit quoi là du coup lui? T'es blessé.
Elle était blessée, elle était blessée, pauvre chérie. Franchement, j'ai encore du mal à comprendre ce qui s'est passé dans ma tête. Je subis l'action, au lieu d'attaquer le ballon, j'attaque pas, au lieu de mettre les mains, je mets les pieds, et puis finalement, je fais rien de tout ça. Et je fais la cagade, je fais la bourde. Ouais, ça nous complique la tâche, du coup, hein. Il faut réagir. Qu'un étranger qui arrive à Toulouse, ça va être la ville, le Stade Toulousain et après le TFC. La lumière est souvent captée par le Stade Toulousain. C'est le club le plus titré en France, au rugby. Pour autant, la vérité objective, c'est qu'il y a généralement plus de spectateurs, plus de supporters au stadium pour le TFC que pour le Stade Toulousain. Moi, je fais partie des deux. Et ma priorité, c'est le TFC. Le rugby, Stade Toulousain, en l'occurrence, c'est un sport d'initiés. Donc souvent, on voit des anciens, des rugbyman ou les papis, les oreilles un peu retournées, tout ça. Par contre, le football, ça brasse beaucoup plus de monde. Alors évidemment, on n'a pas le palmarès de Saint-Étienne, de Marseille, de Paris. Il y a une Coupe de France Contre le SCO d'Angers en 1957, il y a 6-3 pour Toulouse. Jamais il y a eu 9 buts dans une finale de Coupe de France. On se rend compte que, quelque part, la noblesse du supporterisme, c'est justement de ne pas attendre les titres. Nous, on a un chant qui dit « Rien à foutre des trophées, tant que tu as ma fierté, elle s'appelle Tolosa ». Il ne faut pas oublier les années 86, quand on joue à l'époque la Coupe de l'UEFA. C'était le Grand Naples de Maradona qui venait gagner la Coupe du Monde en 86. Mais on avait cette sensation que c'était à des années-lumière en fait. Sur ce match-là, je joue latéral droit qui n'était pas mon poste de prédilection. Et franchement, ça se passe très bien. Ce qui est assez dingue, c'est qu'à ce moment-là, c'est Jérémy Mathieu qui est arrière-gauche, qui se retrouve à tacler. Si Elmander n'avait pas pris la balle, c'est lui qui l'aurait eu derrière. Et là, il y avait une bande de joueurs, il faut le souligner quand même, qui avaient beaucoup de caractère. La deuxième partie de saison, on commence bien. C'est des joueurs qui ont confiance en leurs moyens, qui croient à ce qu'ils font et derrière, ça se transmet au reste du groupe et on peut jouer contre n'importe qui pour gagner. On était une équipe qui était capable de faire des coups. Ce match de Lyon a été le début d'une relation, d'une histoire entre le public et l'équipe. Ce match-là, il est fou parce qu'on a notre duo, Elmander et Mana, qui marche sur l'OM. Il y avait des leaders naturels, je dirais par ce qu'ils représentaient sur le terrain, pas forcément eux dans le discours, c'était Achille Mana et Yohan Elmander.
Cette année-là, on a recruté Fabinho, un milieu brésilien qui était assez prometteur. Inconnu, pour moi en tout cas, très technique. Et qui avait quand même 6 doigts à chaque main, et à chaque pied aussi. Ben moi, mon coup de cœur, c'était Johan Elmander. Ouais. On le découvre à l'entraînement les premiers jours. Ouais, bah bonne pioche. C'est le bison, clairement. Qualité d'appui, de démarrage, un corps à corps, on sent que c'est un phénomène. C'était un peu un bulldozer, mais un bulldozer technique. Un ballon qui pouvait paraître anodin, il allait se dépouiller dessus et en fait ça c'est quelque chose d'important, ça donne une énergie à toute une équipe. C'est un garçon qui a renversé les cœurs de tous les Toulousains. C'est le beau mec qui plaisait aux filles et tout ça, c'était le petit chouchou du stadium, quoi. C'était un peu un solitaire quand même dans son fonctionnement. Il n'avait pas envie de se faire chier, clairement, avec notre Français. Après, c'est un bon mec, hein, vraiment. Et il a été exceptionnel, surtout sur des matchs très importants. Une saison, c'est très long. Et il y a toujours des moments où tu crois que c'est acquis. Ouais, mais non, la Ligue 1, c'est exigeant. Et il y a un moment où tu reviens vite sur terre. Ce match de Rennes, il nous avait un peu cassé. Le constat, c'est qu'on finit mal la partie aller et on finit mal la partie retour. On est dans un espèce de calcul. Ah, si on gagne et qu'eux, ils perdent, et on s'imagine des scénarios et il n'y a rien de pire. Et après, bien sûr, il y a le match de Nantes où... On est à quoi, 10 minutes de la fin ou quelque chose comme ça, 5. Il y a 0-0 et... Cette sensation de te dire, mais putain, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et lui, et machin, et puis ça s'enchaîne, et là, ça déboule dans tous les sens. Donc le match est arrêté, du coup. Et moi, mon rôle, c'est de dire à l'arbitre, on ne peut pas reprendre parce qu'on est trop en danger. Je rentre au vestiaire en disant, bah, si c'est sur tapis vert, c'est peut-être pas mal. Ça nous offre une belle finale à domicile. Allez, à la douche. À la douche. Pas sérieux. Sécurité avant tout. Ouais, non, C'est pas le miracle, c'est que les autres, ils n'ont pas fait leur boulot. Rennes, je sais pas ce qu'ils foutent. Tour préliminaire des Ligues des Champions, ça nous est jamais arrivé. Bon, il faut finir le boulot, bien sûr, mais voilà, on a fait notre job, en fait.
C'est comme si la rumeur, elle avait tourné dans toute la tribune et dans tout le stade. Je voyais des gens qui se parlaient les uns aux autres un peu partout. Et quelqu'un vient me le dire, Paul, on va en Ligue des Champions. Quand t'es capot, t'as rien à faire, quoi. C'est autopilote, quoi. C'est Libo, dans l'euphorie, m'attrape, et quand il me dit qu'on est 3e, je le regarde comme ça, et après je le reprends dans mes bras. J'aurais pu rester accroché à lui pendant des heures et des heures, tellement c'était intense. C'est un moment de joie, de folie qu'on vit rarement. Pour moi, qui depuis tout petit a connu beaucoup la Ligue 2, etc., d'entendre la musique de la Ligue des Champions, déjà en vrai, et puis au stadium, c'est assez fou. J'avais les poils hérissés, moi j'ai eu ma larme, hein, puis j'ai crié fort, je me suis mis à genoux sur l'herbe là. Même dans le vestiaire, Nico il avait déjà téléchargé en sonnerie de téléphone la musique de la Ligue des Champions, quoi. On vient me chercher, on me dit Monsieur le maire, ça serait bien que vous alliez dans les vestiaires. Et c'est pas un bon souvenir pour lui, le pauvre. Mais ce serait drôle qu'il nous le raconte un petit peu comme il a vécu ça. Je dirais que, bon, il y avait eu quelques libations. J'ai 2 joueurs fort costauds qui m'ont porté, titubé un peu, mais... Mais il devait être 2 pour le porter. Hein. J'ai enlevé mon portefeuille, j'ai enlevé mon portable, j'ai confié tout ça. Et puis... Le maire, on l'a acheté dans le jacuzzi, il s'est pété la cheville. Il n'aurait pas pu jouer le match suivant. Les 2 joueurs qui m'avaient mis brutalement dans l'eau étaient quand même embêtés. Ouh là là, on a cassé le maire. Même quand on revoit des images après coup, on se dit on s'est mis dans un état. Et alors la soirée après... Après, on est parti en centre-ville, dans une boîte de nuit. Donc ça picole beaucoup, ça rigole beaucoup, ça se fait des bisous sur la joue, même sur la bouche peut-être, pas grave. Et puis ça a fermé trop tôt, on est parti finir ça au marché Victor Hugo. Aller boire le dernier coup, manger le dernier bout, parce qu'on a faim à ce moment-là, on s'est beaucoup dépensé. Je sentais, j'avais un morceau de fromage collé sur la gueule. Collé sur la joue. Non, j'ai pas souvenir de ça. Enfin bref, c'était bien. Nico Douchez est très excessif comme maître. 9h30, une petite douche, et après réception au stadium, réception à la mairie, avec le maire en béquille, et retour à la maison vers 17-18h. À ce moment-là, ma femme qui éternue et qui perd les os, donc... Ouais. Et donc là, la sieste pour plus tard. Pour plus tard, et je me suis couché, il était 5h30 du matin. S'il y a bien un endroit où je suis content qu'il soit né, c'est là-bas.